pense qu'on est au complet pour le moment. Donc on va commencer comme ça, on va pas perdre trop de temps. Donc bienvenue parmi nous, bienvenue, dans le séminaire organisé par le pôle santé. Donc aujourd'hui, le séminaire, il va porter sur l'innovation ouverte en santé en prenant pour, exemple 2 expériences entrepreneuriales dans 2 CHU montréalais. Je vais tout de suite passer la parole à nos 2 conférencières d'aujourd'hui. Donc, je vous présente Margot maintenant, qui est candidate au PhD et chargée de cours au département d'entrepreneuriat et d'innovation de HEC Montréal, et Annie Passalaka, qui est chargée de recherche au CRSH Partenariat en santé et au pôle Mosaïque HEC Montréal, et également candidate au doctorat en gestion des technologies et innovation de Polytechnique Montréal. Je vous laisse tout de suite la parole, mesdames. Bonjour à tous et puis merci Florence pour cette introduction. Nous espérons que vous allez bien en ce jeudi. Merci pour l'invitation au Pôle Santé là, pour nous permettre de présenter, de faire ce retour d'expérience là, assez inédite avec Innovateurs en résidence. Je pense qu'on on va pas se représenter, donc merci pour l'introduction. Alors, je vais commencer brièvement à vous expliquer en fait, d'où est venue l'idée du programme Innovateurs en résidence, donc pour accélérer l'innovation en santé. Il y a plusieurs problématiques, puis on la partage en deux. La première problématique, c'est OK, les organisations de plus en plus adoptent des pratiques d'innovation ouverte, et plus particulièrement dans les hôpitaux. Alors, si on rappelle la définition de ce que c'est que le processus d'innovation ouverte, c'est le fait tout au long du processus d'innovation à partir, admettons, de la découverte, donc la recherche fondamentale, ensuite élaboration de brevets, recherche appliquée, etc., développement de produits, marketing, mise en marché, etc. Tout au long de ce processus-là, les organisations s'ouvrent en fait et donc vont permettre à des acteurs externes comme des patients, comme des organisations privées, comme des startups, de travailler en fait tout au long du processus d'innovation. Et puis, ce genre de pratique, l'innovation ouverte, ça permettrait de répondre à ce qu'a constaté Nadia Benebar. Donc, bonjour Nadia, si tu es ici, et puis ses collègues en 2016 dans leur rapport Cyrano. En fait, en santé, ce qui est problématique, c'est pas la génération de connaissances. On le voit par exemple avec les hackathons. Ce qui est problématique, c'est plutôt la généralisation des innovations qui sont développées par les connaissances, puis la diffusion en fait, de ces innovations-là. Et ce qui pose des enjeux, c'est alors à ce moment-là, c'est comment on fait pour connecter ces innovateurs, les fournisseurs, les hôpitaux, les patients, pour co-développer les innovations. Parce que plus en fait, on est capable de collaborer dès l'amont en fait, du processus d'innovation, et plus l'innovation va avoir de chances finalement d'atterrir vraiment dans les hôpitaux, d'être intégrée, puis d'être utilisée, et que ça a un impact sur les soins, le bien-être des patients. Et ça implique également aussi des pratiques en fait, de co-évaluation en fait, de ces innovations-là. Parce que comme l'explique Lehou et collègues, Pascal Lehou et collègues dans leur article de 2017, malheureusement, tout ce qui est des pratiques d'évaluation des innovations, les données probantes, on va dire, arrivent bien trop tard finalement dans le processus. Donc, ce qu'il faudrait, c'est vraiment être capable, dès le début du processus d'innovation, de se dire est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a un besoin du côté des patients, du côté des hôpitaux, est-ce que c'est faisable aussi technologiquement pour les startups, pour les organisations partenaires au processus d'innovation avec les hôpitaux, puis est-ce que c'est viable aussi pour ces organisations-là, parce que ça, c'est la problématique des startups, c'est que souvent on perçoit ça comme des organisations qui sont peu fiables parce qu'elles sont temporaires. Donc, réfléchir à tout ça. Puis, un autre enjeu aussi, ça va être que des organisations, on va dire publiques, j'ai mis gouvernementales parce que la recherche est encore émergente là-dessus, les organisations publiques comme les hôpitaux, évidemment, on est au courant, c'est qu'elles sont quand même assez contraintes dans leur possibilité d'innover. Elles doivent se conformer à des règles, à des réglementations. Puis particulièrement dans le cas d'innovateurs en résidence, puis je vais y aller là-dessus, là. C'est impossible pour des hôpitaux québécois là, d'accueillir en résidence, donc physiquement, dans les locaux, dans l'enceinte de l'hôpital, des startups. Puis évidemment, on comprend bien que ce n'est pas la mission première dans l'hôpital, évidemment, c'est de fournir des soins de qualité, de soigner des patients. Ce n'est pas d'incuber des startups. Mais ça pose des problématiques parce que généralement, si on veut encourager l'innovation ouverte avec des startups en tant qu'hôpitaux, en fait, les startups ont des problématiques d'accès aux hôpitaux. Il y a une asymétrie d'information. Alors, je vous ai mis ici, je ne sais pas si vous voyez quand je fais ça, là, avec ma souris, le guide HospiUp. Bon, ça se passe en France. Je pense que vous l'avez reconnu, j'ai un accent français. Ça fait quand même longtemps que je suis au Québec. Mais donc, HospiUp, ce qu'ils ont proposé, c'est un guide
une sorte de plateforme où quand on rentre sur le site, en tant qu'admettons entrepreneur, on clique sur la portion startup et puis il nous déploie alors quelles questions on doit se poser en tant que futur partenaire d'un hôpital. Si on travaille avec un hôpital, ça va être est-ce que cet hôpital pense avoir le temps finalement à m'accorder pour mon projet innovant. Bon, alors déjà, on se dit il faut déjà rencontrer l'hôpital pour avoir cette information-là. Deuxième question, par exemple, c'est est-ce que je pense que l'hôpital avec lequel je compte collaborer semble avoir une technologie existante, oui c'est ça, technologie existante similaire à la mienne. Bon pareil, on peut faire des hypothèses, mais ils n'ont pas l'information. Donc il faut bien déjà que start-up et plutôt se rencontrent à un moment donné pour partager ces informations-là. Or, c'est compliqué pour les startups d'accéder au milieu de soins, et particulièrement pour valider leur innovation. Et puis, théoriquement, parce que je m'intéresse à ça, on va en parler un peu plus par la suite, il y a peu de choses théoriquement dans la littérature sur les accélérateurs et les incubateurs en santé, qui sont des formes d'intermédiaires d'innovation. Ce que explique Wilden et collègues dans leur ouvrage, c'est Entrepreneurship in Healthcare, donc l'entrepreneuriat en santé. Il y a des choses, des exemples empiriques, on va dire, d'accélérateurs, notamment aux États-Unis, mais ce n'est pas théorisé. Et particulièrement, ce qui manque, en fait, dans cette littérature, c'est on n'a pas la perspective des startups. On a la perspective des organisations, des hôpitaux, comme quoi la collaboration s'est plus ou moins bien passée, mais par contre, on n'a pas la perspective des entrepreneurs de ça a été difficile, ou au contraire, je me suis sentie aidée, etc. Donc, il y a un manque. Et également, des collaborations entre des organisations de taille différentes, aux intérêts différents, puis aux temporalités différentes, donc start-up et organisation, évidemment, il va y avoir des tensions qui vont émerger, puisque ce sont des perspectives différentes qui se rencontrent. Et ce qui s'explique Le Wu et collègues dans leur article 2017. Puis je vous ai mis un exemple ici là c'est plutôt de l'entrepreneuriat, intrapreneuriat, pardon, où là, c'est donc Ostrowski et Burnett qui s'intéressent à quoi ça pourrait ressembler un programme d'accélération de projets porté par des cliniciens en fait, à l'interne. Donc, c'est de l'intrapreneuriat, ce pas des entrepreneurs externes, mais c'est plutôt des cliniciens qui veulent se lancer dans un projet d'innovation, qui ne savent pas trop comment faire, et ils proposent une forme d'incubateur dans l'hôpital. Donc, ce à quoi ça pourrait ressembler. Mais là, encore une fois, c'est des entrepreneurs internes, pas externes. Donc, ça pose des questions. Là, je vais laisser Annie nous montrer en quoi, finalement, les principes d'innovateurs en résidence permettent de répondre aux enjeux que je viens d'exposer. Merci Margot, en fait, d'avoir mis la table sur les enjeux et bonjour à tous. En fait, c'est un plaisir de vous décrire davantage le programme puis de justement connecter les apprentissages. Donc, ici, on voit évidemment, on a mis un visuel sur le parcours qui se veut très, 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 très basique là, avec notre visuel ici, mais pour vous permettre de comprendre un peu c'est quoi qu'on documente. Donc, Margot avec le binôme 1 et moi avec le binôme 2. Alors, on peut voir le carré exactement comme étant les phénomènes qu'on essaie de mieux comprendre. Et donc, on voit le binôme qui est en fait un mélange entre entrepreneur et chercheur. Donc, l'entrepreneur, effectivement, d'une jeune entreprise ou d'une entreprise avec quelques années, dépendamment des critères d'adhésion. Et puis, le binôme collabore ensemble pour pouvoir intégrer l'innovation dans le CHU en tant que milieu preneur. Puis, par la suite, il y a de la valeur générée à la fois pour l'entrepreneur, l'écosystème et le CHU, donc le milieu preneur. Et donc, l'objectif principal du programme, en plus d'accélérer le processus de pré-commercialisation, ça va être également de soutenir le processus avec certaines ressources financières et humaines additionnelles. Et c'est également de produire des connaissances pour l'écosystème, notamment sur la gestion de l'innovation dans une institution de santé. Et donc, à la fois Margot et moi, nos rôles ont été de documenter l'expérience à la fois de l'entrepreneur, mais à la fois en tant qu'observateur du milieu, et puis de développer des produits de connaissances. Et c'est ça qu'on a travaillé ensemble pour pouvoir vous amener finalement de l'information supplémentaire. Donc, par la suite, à la prochaine slide, Margot, je t'invite à expliquer la méthodologie du binôme 1. Merci Annie. Donc moi, la méthodologie que j'ai employée pour ce projet pilote, parce que c'était la première fois que le programme Innovateur en résidence se déroulait, a été mis en application dans un lieu réel, ce qui est déjà un succès quand même, innovation processuelle puis innovation managériale. Donc moi, j'ai fait de l'ethnographie
Donc, je me suis intéressée vraiment à c'est quoi les conditions favorisant la création puis l'occupation de cet espace expérimental-là, qui se veut un espace de soutien à un projet entrepreneurial en innovation verte avec un CHU. Donc, j'ai fait 40 entrevues donc avec l'entrepreneur et son équipe, des chargés de projet qui étaient dépendants de la plateforme d'innovation au CHU Sainte-Justine. Comité de suivi, innovateur en résidence. Donc là, ça va être, il y a beaucoup d'institutions, comme vous l'avez vu la slide de présentation. Il va y avoir le CHU Sainte-Justine, Hacking Health, dans mon cas, Transmedtech, enfin beaucoup de parties prenantes donc, qui sont vraiment intéressées en fait, à suivre le projet, donc à équiper le binôme d'outils, puis lui permettre de poursuivre en fait, le projet. Les utilisateurs visés également, la direction du CHU Sainte-Justine, parce qu'on n'est pas sans savoir que quand on innove dans un hôpital, puis particulièrement quand on souhaite finalement être dans un processus d'implémentation potentielle d'innovation, il faut passer par plusieurs directions. Ça va être la direction des TI, la direction de l'approvisionnement, direction éthique de la recherche, bureau aussi d'entente légale, etc. Donc il y a beaucoup de personnes à rencontrer pour expliquer non seulement le projet, mais aussi dire ce qu'on fait. Puis également, vu que c'est aussi une ethnographie participante, vraiment, là, donc il y a des outils pratiques sur lesquels je me suis fondée, à savoir des comptes rendus de rencontres de suivi, également des études de marché que j'ai réalisées pour l'entrepreneur, pour savoir de quelle innovation est-ce qu'on parle. Est-ce que c'est un dispositif médical? Est-ce que c'est juste une innovation digitale? Comment on se positionne? Puis suivre la transformation de cette technologie et puis de son positionnement sur le marché. Puis ça, ça a permis aussi de plein de discussions avec le comité de gestion en septembre 2020. Donc là, comme l'a présenté Annie, alors le input, ça va être la création d'un comité d'innovation ouverte, puis la collaboration avec la start-up, le soutien à la start-up. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Il y a de la collaboration, il y a des dynamiques qui émergent, et puis le output, là, si on veut, c'est on veut que la technologie soit transformée, qu'il y ait un impact finalement sur le projet entrepreneurial, mais aussi qu'il y ait des apprentissages qui émergent pour l'organisation haute. C'est pour ça que j'ai mis processus d'innovation verte standardisé, parce qu'on cherchait à structurer le processus d'innovation verte à ce moment-là. Alors, je laisse Annie présenter sa méthodologie. Oui, en fait, il y a plusieurs similitudes, puis c'est amusant justement avec le même modèle qu'on a développé tous les deux. Donc, au lieu d'évaluer la communauté de jeunes entreprises, dans mon cas, c'était plutôt une équipe projet. Donc, on va au-delà d'un binôme, on va au-delà de simplement une équipe entrepreneur-chercheur. On ajoute les cliniciens, on ajoute les conseillers en innovation, les intermédiaires en innovation et de nombreux collaborateurs aussi. Dans mon cas, notamment, ça a été avec la collaboration d'un neurologue, d'un gériatre. Il y aurait pu y avoir l'implication très grande d'un patient partenaire. Dans notre cas, on a aussi eu la participation d'une assistante de recherche. Donc, on parle plutôt à ce moment-là d'une équipe projet. Et puis, au lieu que le CHU soit reconnu en tant que milieu preneur, dans mon cas, je l'ai analysé comme étant un espace d'innovation et de comprendre comment le CHUM, ici présent, d'ailleurs, merci Cathy d'être présente, c'est très apprécié. Puis en fait, on voit fortement la possibilité d'y retenir des apprentissages pour savoir, OK, on est un hôpital, mais on est aussi un espace d'innovation et qu'est-ce qu'on doit accompagner ou offrir comme service pour faciliter la compréhension du système puis accompagner les projets là, qui se font dans ce lieu. Et donc, évidemment, dans mon cas, la valeur générée reste à être déterminée, étant donné que le binôme 2 vient tout juste de terminer. Alors, je suis en train de finaliser les différents résultats préliminaires et donc, ce sera effectivement publié par la suite. Dans mon cas, les méthodologies, c'est majoritairement une cartographie des séquences d'activités d'innovation et des points d'ancrage, c'est le nom utilisé, où est-ce qu'il faut s'imaginer que dans le continuum d'activités d'innovation qui se produit, je ne veux pas, sur 18 mois, il y a certaines étapes clés, certaines personnes clés à rencontrer et c'est ça qui est important pour moi de reconnaître quelles sont ces étapes, donc les points d'ancrage qui vont faciliter finalement le processus pour les entrepreneurs et aussi pour les accompagneurs, donc l'équipe projet. Et donc, je me suis pris avec des entrevues aussi semi-structurées et également un grand nombre d'observations participantes. Donc, on prend part au projet, là. Donc, c'est réellement une recherche-intervention, donc de nombreux comptes rendus, retranscriptions d'entrevues et également de nombreuses notes d'observation. On peut poursuivre. Je laisse en fait Margot expliquer plus en détail le binôme 1. Ensuite, je vais expliquer le binôme 2 et on va pouvoir vous dire nos recommandations par la suite. Oui, merci Annie. Donc, si je présente,
ma perspective, que je m'intéressais, comme je vous l'ai dit précédemment, aux conditions de création d'un espace expérimental d'innovation verte, soutenant également un projet entrepreneurial dans un CHU. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, mais en fait, c'est une forme d'intermédiation diffuse. Généralement, on parle d'incubateur. Ça peut être un incubateur organisationnel, mais ça a des frontières plutôt délimitées. Dans ce cas-ci, les frontières ne sont pas forcément délimitées parce qu'on veut justement que l'espace de l'entrepreneur, en fait, il s'autonomise et puis on veut que l'espace de l'entrepreneur s'ouvre finalement au sein de l'organisation, puis qu'il s'autonomise, puis qu'il aille voir les bonnes personnes, les ressources clés pour poursuivre son projet d'innovation. C'est pour ça que je parle d'intermédiation diffuse. Voilà. Alors, si je présente la technologie soutenue dans le cadre de Innovateur 1, Innovateur en résidence 1, donc c'est la startup Streamline Genomics. Streamline Genomics était spécialisée à produire, en fait, ils ont proposé une plateforme d'analyse de données en génomique. Puis le but premier, le but initial, c'était de proposer aux cliniciens, particulièrement oncologues et particulièrement spécialisés en leucémie pédiatrique, parce que je suis Sainte-Justine, de pouvoir avoir accès à des données intelligibles, visuelles, avec une compréhension fluide finalement des données afin d'élaborer des diagnostics plus rigoureux également. Parce que derrière ça, il y a une intelligence artificielle qui permet d'analyser des variants, on appelle ça, des variants avec différents niveaux de granularité, on appelle ça des tops, là, des tiers, des tiers. Donc, du moment où c'est un tiers 1, admettons, c'est vraiment prioritaire, il faut se concentrer dessus, il faut élaborer un diagnostic en fonction. Mais par contre, si c'est un tiers 3, on peut regarder en fonction, c'est peut-être moins prioritaire. Donc, c'est une utilisation intuitive qu'ils voulaient au départ pour les cliniciens. Et donc, avec une flexibilité aussi des paramètres d'analyse en fonction si c'est un clinicien qui est plus expert en leucémie, qui est plus expert en d'autres maladies, donc essayer que ce soit intégratif. Les barrières envisagées à ce moment-là, c'était évidemment, vu qu'il y a quand même de l'intelligence artificielle et puis que c'était une plateforme digitale, c'est de savoir où passent les données. Si on vous donne accès aux données patients, puis dans ce cas-ci, je précise, c'était les données rétrospectives, parce qu'il y a quand même pas mal de barrières, donc ce n'était pas des données patients entre guillemets réelles, en temps réel, mais c'était des rétrospectives sur lesquelles les cliniciens avaient déjà travaillé puis avaient diagnostiqué les patients qui étaient traités. Donc il y avait un accès complexe finalement à ces données-là et donc une sécurité renforcée. Il y a eu plusieurs allers-retours qui ont été faits avec la direction évidemment du bureau de l'éthique de la recherche, puis il y a tout ce qui était sécurité pour montrer que non, il n'y aura pas de fuite. Les données seront encryptées, elles seront encodées, et puis on ne veut pas toutes les données patients, on veut juste celles qui intéressent avec les variants. Les barrières réelles qui ont été rencontrées ont été les suivantes. Il y a une forme d'incompatibilité entre les fichiers des données patients, les données rétrospectives proposées par le centre de recherche, et puis la plateforme d'analyse de données. Il y a eu plusieurs allers-retours pour savoir quel format allait pouvoir être utilisé pour qu'il y ait un bon arrimage, si vous voulez, pour analyser les données. Également, une autre barrière, initialement, c'était à destination des cliniciens, cette plateforme. Et il s'est avéré que, alors, nous, notre projet, c'était de fin janvier 2019 à août 2020. Vous imaginez qu'en février, la Covid a frappé. Donc, les cliniciens avaient d'autres priorités, évidemment. Le problème, c'est que les données, on a eu accès aux données qu'en janvier 2020, ce qui fait que ça a laissé peu de temps pour travailler avec les cliniciens sur les données rétrospectives. Donc, il a fallu, pour l'entrepreneur, pivoter et donc trouver un autre segment d'utilisateurs beaucoup plus disponible, qui ont été les chercheurs en bioinformatique et qui ont fait des pratiques, ils n'utilisent pas l'IA, mais qui ont utilisé du Excel, par exemple. Donc, essayer de voir finalement comment adapter les pratiques et puis former, entre guillemets, les utilisateurs potentiels aux nouvelles pratiques proposées par la plateforme, l'innovation de Streamline Genomics. Et les constats qui ont été faits, c'est que ça a été beaucoup plus orienté recherche, finalement, cette plateforme. On peut dire que c'est une forme de recherche translationnelle. C'est-à-dire qu'on aidait les bioinformaticiens à mieux détecter les variants, à mieux les classer, à faire des liens avec les données publiques, à faire des liens avec la littérature, etc., en génomique. Donc, ce qui fait que c'était très difficile de déterminer l'impact éventuel que ça avait sur les diagnostics, sur la clinique. Il y a vraiment un laps de temps là, énorme entre ce qui est fait en recherche et puis ce qu'on peut voir en clinique. Et donc, le besoin qui a été visible, c'était on a besoin, en tant que bioinformaticien,
d'une base de connaissances intégrée. Plus le fait qu'un outil d'aide à la prise de décision en tant que clinicien, on a besoin de cette base de connaissances-là. Voilà pour la technologie. Maintenant, si on regarde les dynamiques, où ça s'est passé, ça s'est passé, si on regarde un peu le carré, là, le grand carré, évidemment, dans un écosystème de santé montréalais, auquel ne font pas forcément partie l'académie. Alors, dans mon cas, c'était HEC Montréal, et les fonds subventionnaires, FRQ, oui, il y a les FRQS, mais aussi les FRQX, ils ont intégré, c'est un programme de recherche qui a permis ce programme FRQ intégré, c'est les trois en même temps. Puis l'OBNL, bon, là, c'était Hacking Health, on pourrait la mettre ici, également, qui fait partie de l'écosystème de santé montréalais et n'en fait pas partie, puisque c'était aussi des hackers. Donc, le carré ensuite bleu, c'est le CHU Sainte-Justine. Donc, il y a l'écosystème de santé montréalais, le CHU Sainte-Justine, et dedans, l'Institut Transmedtech, vous avez peut-être entendu parler, qui est considéré comme une forme d'intermédiaire d'innovation, c'est-à-dire qu'en amont, ils vont essayer de faire se connecter patients, avocats, cliniciens, innovateurs, etc., pour essayer de déterminer les protocoles de recherche et faire en sorte que le projet d'innovation ait le plus de succès possible. Donc ça, c'est le Living Lab Transmedtech. Au sein du centre de recherche, l'entrepreneur avait un espace physique qui lui était alloué, c'était un espace ouvert d'ailleurs dans le cas de Transmedtech, ce qui était très pratique parce que pour l'entrepreneur, vu que c'était au centre de recherche, il suffisait de prendre l'ascenseur ou les escaliers et d'aller au 6e et d'aller travailler avec ses utilisateurs pour montrer une nouvelle version de la plateforme ou de toute façon une nouvelle compréhension des besoins. Donc on voit la startup et puis la plateforme. Et ce qui s'est passé, donc voilà, des interactions avec le centre de recherche, donc les bioinformaticiens dont je vous parlais, et puis finalement aussi un petit peu là, qui était le partenaire de recherche clinique en leucémie, donc clinique. Mais on s'entend que voilà, ça va beaucoup plus avec les utilisateurs, les bioinformaticiens. Et également, essentiel, la personne, la gestionnaire projet terrain, on va dire représentante du CHU Sainte-Justine, et aussi à la plateforme d'innovation qui permet de connecter, pour ceux qui ne connaissent pas, les industriels ou en tout cas les partenaires externes du CHU Sainte-Justine et les innovateurs à l'intérieur du CHU Sainte-Justine. Maintenant, si j'essaie de répondre un peu à ma question, quelles sont les conditions de création et d'occupation d'un espace d'expérimentation en innovation verte avec une start-up, ça prend évidemment une planification, un design, si je peux dire, là, de ce programme-là. Donc, j'ai mis une chronologie qui est plus ou moins fidèle. Ça, c'était le projet pilote, ce qui ne s'applique pas forcément à Innovateur 2. Mais donc, évidemment, pour un projet de ce genre, de ce calibre, il faut s'assurer qu'il y ait un arrimage entre le CHU hôte, voir s'il y a un intérêt, finalement, est-ce que aussi on a la structure, finalement, pour ce genre de projet d'innovation verte, voir si éventuellement il y a un lieu physique disponible, parce que l'un des intérêts du programme Innovateur en résidence, c'est que ça accélère les interactions avec les utilisateurs et puis les entrepreneurs. Et puis, quand on sélectionne entrepreneur, parce que c'est sur concours, de s'assurer que la technologie qu'il propose, elle va intéresser un chef de service ou qu'elle va intéresser une communauté d'utilisateurs potentiels à l'interne. Ça, c'est essentiel, sinon ça ne marche pas. Après, si on regarde les conditions d'occupation de l'espace Innovateur en résidence, ça va être de présenter déjà le binôme entrepreneur-étudiant au reste, comme j'ai dit, des directions du CHU, et puis de bien l'intégrer, de lui expliquer ce que c'est que travailler en milieu hospitalier, lui expliquer les enjeux, mais aussi d'être très à l'écoute des besoins du binôme, élaborer les protocoles de recherche, bon, ça c'est essentiel, et puis ce qui a pas mal émergé de ma recherche, c'est de délimiter on va dire cet espace-là, cet espace de soutien, parce qu'il y a vu que c'était un projet pilote, déterminer ce qui incombe à la startup d'aller chercher comme ressources et ce qui incombe finalement au programme ou au CHU comme ressources, quelles ressources il doit aller chercher. Donc c'est vraiment une délimitation de cet espace-là. Et finalement, investigation de l'espace, évidemment, c'est mise à l'épreuve des hypothèses qu'on peut avoir, les hypothèses réciproques qu'on peut avoir sur son partenaire, là. Partenaire de recherche clinique en tant que startup ou startup en tant que partenaire de recherche clinique. Et surtout, impliquer les communautés d'utilisateurs, le chef de service, etc., aux rencontres de suivi. Ce que va d'ailleurs vous présenter Anne. Donc là, je vais passer brièvement là-dessus. Mais voilà, quand on est dans une organisation de santé, on rend des comptes. Et donc, on a besoin aussi d'identifier des indicateurs, notamment d'effets. Alors, j'ai fait d'indicateurs de production et d'effets. Donc là, j'ai posé des hypothèses. Est-ce que ce programme-là, ça facilite l'intégration en milieu preneur?
Bon, alors oui, non, quelles sont les activités? Est-ce qu'on est capable de le quantifier? Est-ce qu'il y a de l'impact? Est-ce qu'on a, en tant que binôme, une meilleure compréhension des enjeux du milieu de la santé? Oui, pourquoi? Via quelles activités? Est-ce qu'il y a eu une connexion efficiente avec les utilisateurs potentiels? Qu'est-ce qui a permis ça? C'est notamment, par exemple, pour l'entrepreneur de mon cas, des rencontres informelles, le fait de participer à une communauté de pratique, une communauté épistémique, etc. Et puis finalement, une connexion, alors ça c'est en plus, comme l'a dit Annie, il y a aussi des impacts au-delà là, sur l'écosystème de l'entrepreneur. Ça va être, dans mon cas, une connexion approfondie de l'entrepreneur avec sa communauté. Communauté à l'interne, communauté externe d'entrepreneurs en santé. Je laisse la parole à Annie pour présenter sa recherche. Merci Margot. En fait, passons à l'expérience plus en détail d'innovateurs en résidence 2. Puis le titre exact, c'est réellement d'aller capter la valeur des innovations qui sont en train de se faire. Donc, je vais vous expliquer en fait à la prochaine slide, on voit en fait le modèle où est-ce que Innovateur 2 est en collaboration avec Neurocerveau. Alors, c'est une jeune entreprise dans le secteur de la santé, effectivement, qui, à travers le projet, l'objectif était de déterminer les seuils des ondes cérébrales qui sont mesurés avec un appareil qui se nomme un électroencéphalogramme. Donc, imaginez-vous l'appareil qu'on met sur la tête pour aller capter vraiment les signes cérébraux pour identifier effectivement, est-ce qu'il y a un risque, par exemple, d'épilepsie? Est-ce qu'il y a un risque d'autres maladies? Et dans notre cas, c'était pour identifier, en fait, de détecter de façon précoce le délirium. Donc, le délirium post-opératoire. Donc, c'est certains symptômes, en fait, ou un stade ou un syndrome post-opératoire, si on veut. Là, il y a différentes définitions de tout. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment que suite à une opération, on a cette phase qui peut nous amener un certain délire. Donc, ce n'est pas nécessairement de la démence. Ici, je voulais juste m'assurer que tout le monde puisse réellement faire la différence entre les deux états. Et donc, dans le cas de l'hôpital, le délirium après chaque opération peut effectivement avoir un effet néfaste sur la durée d'hospitalisation, sur la perte d'autonomie du patient ou encore l'institutionnalisation prolongée du patient. Donc, ça peut effectivement amener des coûts supplémentaires puis aussi avoir une certaine détérioration là, de l'état du patient. Donc, suite à l'expérience, on a réellement pu voir quelques constats. En fait, on a pu voir justement que c'était essentiel de positionner l'appareil ou une innovation dans une trajectoire de soins. Donc, dans notre cas, c'était post-opératoire qui s'applique à plusieurs trajectoires de soins. Et donc, on voulait voir est-ce que c'est plus en lien avec des signes vitaux, est-ce que c'est plus en lien avec une étape clé, en fait, après l'opération. Donc, on essayait de positionner. Puis pour être franche, c'est vraiment une valeur ajoutée de comprendre quelles sont les trajectoires de soins associées à une innovation, dans le mieux de mieux la positionner à l'interne dans le système, puis de comprendre c'est quoi les opérations. Le deuxième constat principal, je vous dirais, c'est de surtout s'assurer, lorsqu'il y a un projet d'innovation qui se fait, c'est d'aller valider ou du moins identifier les différentes étapes de validation requises de l'innovation, parce qu'il faut savoir que l'innovation va être expérimentée hors de la frontière, où il y a une espèce de frontière, en fait, qui se met entre les systèmes. Donc, pour être bien clair, par exemple, dans mon cas, on a besoin d'un système informatique, étant donné que c'est un appareil qui est relié, oui, pour aller capter les signaux cérébraux, mais ensuite, c'est calculé avec un algorithme sur une tablette. Et donc, la tablette pour l'expérimentation ne va pas forcément être connectée avec l'ensemble du système informatique de l'hôpital en soi. Donc, il y a vraiment cette frontière-là. J'utilise l'exemple au niveau technologique, mais il peut y avoir une autre frontière. Par exemple, on va faire des tests avec une assistante de recherche, donc ce n'est pas forcément les infirmières sur place, sur l'étage, qui vont ajouter ce test expérimental durant leur activité. Donc, il y a une autre étape d'adoption de l'appareil qui doit aussi être faite. Alors, tout au long du projet d'innovation, c'est d'identifier des étapes clés aussi pour comprendre c'est quoi ces connexions ou ces validations qui seront requises une fois que le projet expérimental sera terminé. Alors ça, c'est vraiment l'expérience en fait d'innovateur en résidence permet absolument cette compréhension-là pour aller identifier l'ensemble des personnes clés à rencontrer puis les étapes à franchir. Au niveau des barrières, c'est super intéressant parce qu'au début, on avait envisagé
évidemment avec la COVID, qu'on allait avoir une diminution du nombre de patients ou d'accessibilité des patients en pré- et en post-opératoire parce qu'évidemment, la COVID a influencé aussi le nombre de chirurgies et d'opérations. Et puis, on s'attendait aussi à une certaine résistance ou une certaine faible collaboration du personnel, justement parce qu'en période de COVID, c'est peut-être pas nécessairement la priorité de faire un test expérimental ou encore la résistance pouvait être en lien notamment avec l'ajout d'un nouvel appareil. Il faut savoir que les électroencéphalogrammes ont une durée de vie très grande. Donc, de voir un nouvel appareil aussi s'ajouter pouvait peut-être amener des questions là, au niveau du personnel parce que ça nécessite aussi des tâches d'un technicien, notamment à réviser l'ensemble des signaux puis de donner des résultats par la suite au membre médical. Au niveau des barrières réelles, toutefois, ce qu'on a vraiment vu, c'est qu'il y avait un faible nombre de patients avec délirium. Puis, ce n'est pas nécessairement parce que le délirium n'est pas présent, c'est toutefois que dans les unités de soins sélectionnés, avec la durée de l'étude, on n'a pas nécessairement eu le nombre de patients qu'on voulait là, pour pouvoir finaliser les tests expérimentaux. Donc, ça a été une barrière réelle. Alors, dans notre cas, on doit prolonger cette étude. Alors, ce que ça amène, c'est des enjeux financiers et de ressources supplémentaires. Et puis, l'autre barrière, c'était des expérimentations qui sont réalisées en plus de 18 mois. Donc, on a dû faire une séparation du projet en 2 phases. La phase 1 pour aller tester l'appareil en lui-même, pour être en mesure de dire quels sont les seuils des ondes cérébrales. Et puis, la phase 2, c'est de comparer l'appareil au gold standard. Donc, le gold standard, pour ceux qui connaissent moins l'expression, c'est en fait un peu l'appareil ou la façon de faire qui est reconnue, qui est mis en pratique et puis qui est certifié parfois même dépendamment là, au niveau médical. Donc, dans notre cas, le gold standard était un test, le test CAM. Et donc, dans la phase 2, il faut comparer le résultat de l'appareil avec le résultat des pratiques déjà en place, donc avec le test CAM. Alors, si on passe tout simplement à la prochaine, on peut voir que dans ce contexte-ci, l'objectif était surtout d'aller analyser l'innovation qui était en train de se faire tout au long du projet et pas forcément de capter la valeur à la fin du projet. Donc, on va plutôt parler d'extra intermédiaires qui sont produits par les activités d'innovation. Et cette notion-là est super intéressante parce que ça nous amène à avoir aussi une division ou encore même une multiplication du nombre de valeurs ajoutées tout au long du produit, tout au long du projet, pardon. Donc, pourquoi? C'est qu'on va aller valoriser en fait l'ensemble des connaissances qui sont établies durant l'expérience pour ensuite transférer cette connaissance-là. Et donc, c'est intéressant, je vous ai mis la définition aussi de qu'est-ce que valoriser, parce qu'à travers les études que j'ai faites, on voit justement que valoriser, c'est rendre opérationnel un savoir ou des résultats liés à la recherche, notamment dans notre cas. Et puis, de rendre opérationnel, c'est surtout de s'entendre sur comment on va créer de la valeur, mais aussi quelle est la définition de cette valeur-là. Et à travers la revue de littérature que j'ai faite, c'est que, notamment, la valeur n'est pas interprétée de la même façon par les parties prenantes, ni même avec un même niveau de priorité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le clinicien en place ou encore le conseiller en innovation ou l'assistant de recherche peut aller établir un certain niveau de valorisation qui est différent, peut interpréter la valeur de cette connaissance-là avec un niveau évidemment différent. Donc, ça nous amène aussi à être obligés d'expliquer la valeur ou les facteurs d'impact d'un projet avec différentes explications puis différentes visions. Alors ça, c'est vraiment pratique pour pouvoir outiller les prochains projets d'innovation et également les entrepreneurs et cliniciens qui y participent pour être en mesure de bien définir c'est quoi la valeur, c'est quoi nos intentions à travers le projet. Et ce n'est pas seulement de faire avancer l'entreprise, ce n'est pas forcément de faire avancer uniquement le test expérimental, mais c'est de permettre aussi à l'organisation, donc dans ce cas-ci, le CHUM, de pouvoir capter cette valeur-là, puis de transmettre les connaissances aussi aux prochains projets qui se feront là, dans l'espace d'innovation. Donc, ensuite, à la prochaine, on peut voir l'écosystème. En fait, c'est quand même différent de l'écosystème qui a été présenté là, précédemment. En bout de ligne, c'est qu'on voit tout simplement que la portée du Living Lab est encore présente, mais dans mon cas, le Living Lab est beaucoup plus perçu ici comme une plateforme d'innovation. Donc, c'est quelque chose d'intangible. Oui, l'entrepreneur avait un local sur place. Par contre, avec la COVID, puis la façon que ça a été nécessairement géré par
notre équipe. Le Living Lab en soi est beaucoup plus caractérisé comme étant une plateforme d'innovation, donc des collaborateurs qui travaillent ensemble pour amener à terme le projet et les objectifs. Je n'embarquerai pas nécessairement en détail sur les plateformes d'innovation. J'imagine que ça peut être un autre sujet fort intéressant. Mais l'idée ici, ce que je veux ressortir, c'est surtout que notre équipe, elle a été vraiment élargie avec notamment un ingénieur biomédical, avec un gériatre qui avait cette connaissance sur la population. Donc, on regardait davantage l'impact du délirium sur les personnes âgées. Puis, on voyait également l'importance d'avoir un neurologue pour comprendre la captation des signaux cérébraux, un assistant de recherche pour capter les données, puis le technicien-chercheur pour analyser les données. Donc, si on passe juste ici, c'est vraiment pour vous montrer le niveau d'information que j'ai pu capter à travers le projet. Donc, au lieu de simplement capter la valeur de façon unitaire, là, si on veut, elle passe à travers différentes couches. Donc, on peut prendre l'écosystème d'innovation à partir d'un angle d'analyse de Bronfen-Brenner, qui, lui, va amener notamment le microsystème, le mésosystème et autres. Je vais vous l'expliquer. Par contre, dans mon cas, c'est plutôt des écosystèmes. Donc, il faut vraiment comprendre encore une fois qu'est-ce qu'un écosystème. On voit la définition ici, le troisième point, où est-ce qu'un écosystème d'innovation se définit comme un réseau collaboratif entre des firmes et des individus qui partagent des ressources et qui interagissent de façon, avec une belle symbiose et synergie afin de mobiliser et converger les capacités d'innovation du groupe selon les besoins prédéfinis. Alors, dans mon cas, ce n'est pas seulement un microsystème, mais bien un micro-écosystème. Alors, les gens vont se mettre ensemble de façon organique pour développer l'équipe projet, comme je mentionnais. Et puis, par la suite, si on regarde le visuel que j'ai mis, on voit micro-écosystème, donc c'est les individus. Le méso-écosystème, c'est le groupe, donc l'équipe projet à ce moment-là. Alors, ici, c'est intéressant parce qu'il y a des interactions entre des individus ensemble, un et un. Ça peut être le clinicien avec le chercheur ou ça peut être le clinicien avec le chef de l'unité de service. Ensuite, on a un méso-écosystème, donc il y a de nouvelles interactions, mais cette fois-ci au sein du groupe, avec notamment la présence d'un intermédiaire en innovation ou avec la présence d'un conseiller en innovation. Puis ensuite, ce qui est intéressant au niveau exo-écosystème, c'est toutes les conditions de l'environnement qui viennent influencer ce groupe. Donc, ça vient vraiment apporter une valeur supplémentaire qui est fortement intéressante pour analyser la captation de la valeur. Ensuite, le macro-écosystème, c'est tout l'aspect culture. Donc, c'est réellement la dernière couche là, qui nous permet d'avoir en fait un lien avec les régulations, avec les politiques. Qu'est-ce qui vient accroître des barrières ou au contraire, faciliter peut-être des barrières. Alors, c'est réellement cette approche de couches et c'est réellement intéressant de voir justement à la prochaine slide, de voir comment que je m'y ai pris pour la cartographie du continuum des activités d'innovation. Donc, je vous ai mis ici la source même qui vient expliquer la méthodologie. Donc, en premier lieu, on a un modèle de développement de valeur qui est avec Morel et al. Qui nous permet de voir vraiment le modèle que les gens, l'équipe projet, vont maîtriser la performance, donc vont maîtriser le projet de recherche, vont comprendre comment que ça fonctionne sur le terrain avant d'être en mesure de développer de la valeur. Donc, il faut vraiment comprendre selon ce modèle-là. Donc, c'est le V en victoire. Là. Donc, à travers différentes dimensions, chaque membre de l'équipe projet va arriver avec un certain niveau de maîtrise de cette performance au niveau des différentes tâches qu'ils exécutent dans le but de développer collectivement de la valeur. Ensuite, le prochain modèle que j'ai utilisé, c'est le visual mapping de Langley, où est-ce qu'on voit visuellement qu'est-ce qui se passe tout au long du projet. Et puis, j'ai également utilisé le modèle de séquence. Puis, c'est ça que je voulais illustrer à travers la présentation ici, où est-ce qu'on voit notamment les étapes du cycle d'innovation. Et puis, on peut regarder notamment le point où est-ce que j'ai mis l'exo-écosystème. C'est là, en fait, le lieu précis où est-ce qu'on peut capter la valeur des extra intermédiaires des activités d'innovation. Donc, à travers tout le projet, à chaque fois qu'on revenait avec l'exo-écosystème, c'est là qu'il y avait une validation de cette valeur-là. Donc là, ça nous amène vraiment aussi des connaissances pour être en mesure de gérer le processus de valorisation, puis de pouvoir aussi agrémenter là, ces différents points d'ancrage. Donc, ensuite, ce qu'on voit, c'est simplement pour que vous ayez une vue peut-être plus concrète de ce que je vous explique, peut-être un peu au niveau théorique, là, mais l'idée, la première observation, c'est qu'en début de projet,
Donc, tout va se passer très, très rapidement et c'est majoritairement les points d'ancrage au niveau méso-écosystème. Donc, la petite équipe, le groupe de gens qui travaillent ensemble qui vont aller capter la valeur des extraits intermédiaires. Ce sont aussi beaucoup des activités axées sur les besoins des parties prenantes. L'observation 2, c'est tout simplement que à la suite de toutes ces étapes-là, puis là, on se rappelle, c'est un modèle basé sur du 18 mois d'activité. Donc, l'observation 2, c'est que suite aux premières phases du projet, on voit que la validation se fait au macro-écosystème, puis revient aussi au niveau exo-écosystème. Et donc, là-dessus, ce que je veux conclure notamment, c'est avec l'observation 3, c'est que là, vers la fin du projet, on remarque que les espaces sont beaucoup plus grands, mais ça suit la même logique. Donc, ici, pour activer davantage la captation de la valeur, c'est d'aller chercher des livrables qui sont obligatoires provenant de l'exo-écosystème. Donc, ici, on peut parler des intermédiaires d'innovation, des conseillers d'innovation qui viennent mentionner notamment, on aimerait ça avoir une mise à jour du produit, où est-ce que vous en êtes, on aimerait ça obtenir les gabarits pour justement quelle en est votre analyse des parties prenantes. Donc, ces livrables, en quelque sorte, obligatoires tout au long du parcours du programme innovateur en résidence, permet d'activer, de réactiver cette captation de valeur-là, surtout vers les dernières phases du projet expérimental. Donc, ensuite, on arrive tout simplement aux recommandations, où est-ce qu'on a pu collaborer ensemble, Margot et moi, pour faire une comparaison, en fait, entre nos expériences 1 et 2, pour arriver avec des recommandations que Margot peut commencer à détailler. Il y avait ce tableau avant, je pense que je vais y aller d'abord avec. Oui, alors, résultat de notre analyse comparée. Alors, pour ma part, moi, ce que j'ai identifié comme apprentissage, c'est que il est nécessaire pour un programme comme Innovateur en résidence qui essaie de soutenir un projet entrepreneurial et particulièrement un projet d'innovation verte avec un CHU, qui est arrimage en amont entre les acteurs, qui est alignement des intérêts, qui est vraiment un enthousiasme pour le projet, parce que sinon, l'enthousiasme va s'essouffler, on va dire, au cours du projet. Puis un soutien aussi de la direction. On voit beaucoup dans la littérature sur l'innovation en santé, il est essentiel que des projets d'innovation, des initiatives bottom-up soient soutenus, soient backés par la direction. Donc essentiel d'avoir un représentant aussi du CHU parmi le comité de suivi ou le comité de gestion. Également, ça a été beaucoup discuté, ça, mais par exemple, un SUS en région qui voudrait faire de l'innovation, mais qui n'a pas une structure appropriée, ça va être très difficile, par exemple, d'accueillir ce genre de programme. Il faut une structure qui est adaptée, particulièrement une structure d'innovation verte, comme la plateforme d'innovation. Au CHU Sainte-Justine, c'est un peu un prérequis, là, parce qu'il y a déjà des pratiques, des processus, voire une culture aussi entrepreneuriale, une culture d'expérimentation. Donc, ce sera beaucoup plus facile de faciliter le projet. Ensuite, il est essentiel tout au long du projet, puis Annie le montre bien avec sa chronologie, et particulièrement aussi à la fin, là, où on va essayer de faire en sorte de savoir ce qui se passe, est-ce que le projet avance, et au tout début aussi, il y a la traduction des besoins. Donc, un entrepreneur n'a pas les mêmes besoins qu'un clinicien-chercheur, et donc essayer de savoir de quoi il parle, et est-ce que c'est possible finalement d'aligner ces besoins-là. Et particulièrement, donc c'est par il y a des jalons, en fait. Le programme Innovateur en résidence, c'est sur 18 mois, il y a des jalons, il y a des livrables, il y a des choses finalement à prendre en compte, à regarder. Donc, compréhension du milieu preneur, révision du modèle d'affaires, grille d'évaluation, appréciation des utilisateurs concernant l'innovation. Ça vient finalement cadrer un peu, c'est une sorte d'espace contraint de jeu, entre guillemets, d'innovation, d'expérimentation. Ça vient aider à réguler ce processus-là. Et également, j'ai marqué estimation d'interdépendance des étapes du processus de validation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le schéma qu'on va vous montrer par la suite, il y a des étapes qui sont essentielles à passer, des passages obligatoires et qui peuvent, et s'il y a un délai, un retard au niveau d'une étape, ça peut impacter énormément ensuite la suite du processus. Donc, par exemple, si le protocole de recherche ou l'accès aux données ou le contrat légal, l'API, tout ça, ça pose ces problématiques et ça prend du temps, ça va impacter la durée du projet, et puis éventuellement, ça va déborder. On le voit par exemple pour l'Innovateur 2, l'essai clinique, finalement, il y en a eu un, il a été plus ou moins, de ce que j'ai compris, il a été plus ou moins, j'allais dire pas efficace, mais il a montré plus ou moins des données probantes, on va dire, mais on a quand même besoin d'un deuxième, parce que ça prend du temps. Donc, il y a une interdépendance entre les activités. Également, implication du chef de service, partenaire de recherche clinique et utilisateurs finaux. Alors ça, je l'ai vu dans mon binôme, dans mon expérience Innovateur 1.
les utilisateurs et finaux n'ont pas forcément été invités à des rencontres de suivi avec les intermédiaires d'innovation, le chargé de projet, etc. Je pense que c'est quand même assez essentiel parce que ça permet de se rendre compte un petit peu de leur perception de la technologie, si selon eux, celle-ci s'est transformée, si selon eux, il y a encore des problématiques, et donc d'avoir une compréhension commune, non seulement donc, à l'équipe projet, donc à savoir cliniciens, chercheurs, entrepreneurs et puis les utilisateurs, mais aussi avec le groupe plus élargi, avec le comité de suivi. Donc c'est assez important. Et puis finalement, donc comme je l'avais présenté un peu plus en amont, les délimitations des activités de soutien qui incombent au CHU ou au programme qui soutient le projet entrepreneurial, et puis les activités ou les ressources que doit aller chercher l'entrepreneur ou l'entrepreneur elle-même, parce qu'au début, c'est un petit peu flou. On peut avoir la perception en tant qu'entrepreneur qu'il s'agit vraiment d'un programme d'accélération ou d'incubation. C'est autre chose encore. C'est pas juste pour l'entrepreneur, c'est qu'on veut s'assurer aussi qu'il y a un impact, qu'il y a des apprentissages aussi pour le milieu hôte. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un arrimage et un alignement des intérêts là-dessus. Je te laisse poursuivre, Annie. Oui, sans problème. En fait, 3 points restants. C'est surtout notamment de dire que le projet doit être en mode autogestion, ou est-ce que l'équipe projet, oui, est guidée à l'aide d'un parcours de base qui doit être présent là, pour identifier les étapes à franchir, mais le rythme doit être flexible et surtout personnalisé. Donc, l'équipe doit être en mesure de choisir les fréquences, les dates importantes et autres. Ensuite, comme je mentionnais beaucoup avec le micro-écosystème, c'est de vraiment favoriser le travail dans le micro-écosystème, de permettre justement à l'équipe de pouvoir communiquer avec des gens dans le milieu preneur pour être en mesure notamment de faciliter la rencontre entre l'équipe d'approvisionnement et l'entrepreneur pour que l'entrepreneur puisse comprendre comment ça fonctionne, puis en même temps que l'équipe, notamment dans mon exemple d'approvisionnement, puisse être au courant de ce projet-là aussi. Puis le dernier, c'est de s'assurer de la valeur des activités d'innovation. Donc, la valeur, comme j'ai mentionné, doit être absolument collectivement définie. Il peut y avoir des outils comme des gabarits des facteurs d'impact que le CHUM utilise. Ça l'aide fortement à identifier c'est quoi les facteurs d'impact, donc c'est quoi les influences ou les valeurs qui seront générées suite à ce projet-là. Et donc, de clarifier non pas seulement les intentions collectives, mais aussi individuelles. Parce que, comme je vous expliquais dans l'équipe projet, on a un projet clinique, un projet entrepreneurial et un projet étudiant. Et donc, pour connecter ces acteurs-là, il faut les connecter avec les activités d'innovation et non pas nécessairement simplement prendre pour acquis qu'il va y avoir une connexion en fonction des différents projets qui se réalisent au même moment là, tout au long du continuum d'innovation. Donc, de bien les rassembler pour que ce soit un projet, un programme d'innovateurs en résidence, mais que chacun a des intentions individuelles, mais aussi collectives. Là-dessus, je pense, Margot, on peut retourner sur la slide juste précédente. Voilà. En fait, ici, je peux me permettre de résumer, puis tu peux ajouter. En fait, c'est qu'on a voulu réellement montrer comment que le programme innovateur en résidence peut accélérer les phases d'un projet d'innovation ouverte. Et donc, 2 éléments clés ici. On retrouve l'arrimage, qui est en fait un premier screening, une première aide pour comprendre, en fait, c'est quoi le milieu preneur, c'est quoi les objectifs, c'est quoi l'alignement des intérêts, les intentions, justement, individuelles ou collectives. Et ça l'accélère grandement grâce au programme d'innovateurs en résidence. Donc, il y a une espèce de matching qui se fait entre le milieu preneur, entre le clinicien, l'entrepreneur et le chercheur. Et donc, ça vient tout de suite faciliter vraiment la première entrée là, sur le milieu preneur. Le deuxième élément que je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est sur les tests cliniques notamment, parce que l'accompagnement du programme dans le processus, il vient vraiment réduire les barrières, il vient faciliter de comprendre à qui qu'on doit parler. Dans le cas, on a un bloquant, à qui qu'on doit parler pour enlever cette barrière-là, et ça facilite vraiment. Donc, ça fait partie notamment de l'expérience du programme. Marco, je t'invite à ajouter si tu as des éléments. Merci Annie. Puis dans l'expression screening aussi, ça se réfère aussi à la littérature sur les relations, les partenariats entre startups et organisations établies, où généralement les organisations établies ont des critères de sélection de ces startups-là, des startups, mais les startups ne sont pas au courant de ces critères-là. Donc, il y a une asymétrie d'information. Alors que là, le fait que ce soit une forme de concours, où que les startups voient finalement les critères de sélection, et donc vont essayer d'y répondre, parce qu'après, elles vont compétitionner là-dessus, ça rend visible finalement ce qui est attendu d'une startup pour être en partenariat avec le CHU. Puis, deuxième point, on a essayé, et c'est approximatif, c'est assez difficile à quantifier, mais on a essayé
voilà, de comparer, donc, comme l'a présenté Annie, le temps moyen que ça prend hors programme. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un passage conditionnel. Donc, le fait de ne pas pouvoir trouver le bon intérêt, le bon alignement des intérêts ou la bonne motivation, etc., bah, ça va avoir un impact après sur, évidemment, l'élaboration du protocole. Le fait que le protocole prenne du temps à être évalué ou qu'il y ait des allers-retours, ça va impacter ensuite le temps qui va rester après pour faire un test clinique, etc., etc. Donc, c'est cumulatif, en fait, si vous voyez. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment avec des barrières temporelles fixes, là, ce n'est pas de 1 à 3 mois, non, c'est plutôt une approximation, et surtout de voir qu'un retard pris à une étape, bah, ça impacte le reste du processus. Donc, on a essayé de faire ça et on attend vos rétroactions avec grand intérêt. Là, je pense qu'on peut commencer la discussion. Je crois qu'on n'avait plus de slides à cet effet. Voilà, référence, et merci. Voilà, merci. Merci Margot et merci Annie pour votre présentation. Donc maintenant, je vais ouvrir la période des questions. Pour ce faire, vous avez deux options. C'est soit vous écrivez vos questions ou même vos commentaires à travers le clavardage et moi, je vais les lire à haute voix. Margot et Annie et pourront répondre directement. Ou alors, vous pouvez tout simplement lever la main avec l'option sur Zoom et on vous donnera la parole pour interagir. J'ai déjà plusieurs questions écrites sur clavardage. Excusez-moi, j'ai perdu mes questions. Donc, j'ai une question de Mihaela Popovici. Vous parlez beaucoup ici de capture de valeur. Avez-vous enregistré ou capté d'autres éléments à part de la valeur à travers le processus d'innovation, des activités à NVA, non valeur ajoutée? Comment voyez-vous l'intégration des principes de l'amélioration continue dans le processus d'innovation? Les startups sont-elles ouvertes à améliorer leurs produits aux besoins? Et merci pour cette belle présentation. Oui, ben, en fait, je peux prendre la question. En fait, oui, c'est super intéressant. Je pense que c'est trois sous-questions là, très, très, très intéressantes d'apporter de précision. Donc, à travers, effectivement, le continuum d'activités d'innovation, il y a effectivement des valeurs, de la valeur ou des activités à valeur non ajoutée. Et donc, quelles ont été ces activités-là? Je pense que c'est réellement des activités cléricales. Dépendamment, en fait, c'est hyper variable d'un projet à l'autre parce que, notamment, dans le cas du projet, le clinicien-chercheur n'avait pas forcément un agent de recherche. Donc, il devait faire énormément de tâches cléricales. Puis, je dirais que ce portrait-là ou ce contexte aurait 100% varié si c'était, par exemple, un clinicien d'un autre, soit d'un autre département ou d'un autre rôle. Alors, ça l'a juste vraiment aidé à voir qu'effectivement, il y a des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée, mais qui pourraient être facilitées justement pour éviter que les projets d'innovation, comme le clinicien, par exemple, prennent du temps à produire une facture, tout simplement là, dans le processus. Donc, une petite étape ici à titre d'exemple, mais oui, ça pourrait être des étapes qui pourraient être facilitées pour inclure davantage, là, pour être inclus dans le processus. Je pense qu'au niveau de la deuxième question, je peux y répondre, mais Margot, je suis intéressée aussi à te permettre. C'est celle sur l'amélioration continue dans le processus d'innovation. Ah, je pensais que c'était plutôt sur la start-up. Est-ce que la start-up est assez encline à modifier son produit? Mais l'amélioration continue, c'est une question super intéressante. Puis, ça ne va pas être forcément la même littérature. Quand on parle d'amélioration continue, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais aussi on parle beaucoup de qualité. C'est-à-dire que c'est évaluation de la qualité. Donc, qualité, c'est-à-dire au sens, je ne vais pas dire processuel, mais une qualité, pas forcément d'innovation. Voyons, je m'embourbe là. Qu'est-ce que je voulais dire? D'innovation, en fait, il n'y aura pas forcément d'innovation technologique, il y aura une innovation, par exemple, processuelle, une innovation managériale. C'est le simple fait, par exemple, de mettre un programme innovateur en résidence au sein d'un CHU, c'est une innovation managériale, parce que ça montre qu'on a été capable de venir exploiter, admettons, son réseau externe, voire son réseau interne. Donc,
si on met l'amélioration continue là-dedans, c'est peut-être une amélioration aussi une capacité d'exploitation de son réseau, là, comme je viens de le dire, exploitation de son réseau externe et interne. Aussi la capacité aussi à créer de nouvelles synergies entre des directions. Par exemple, dans le cas du skin, de ce que j'avais compris, c'est que parfois, les suivis de projets, c'était assez espacé, là, les moments où ils se rencontraient. Donc, le simple fait d'avoir un programme comme Innovateur en résidence où on va accélérer la fin, on va faire en sorte que on a un objectif final et on veut l'accélérer. Donc, on a 18 mois pour le faire. Donc, c'est un peu comme un sprint, hein, un sentiment d'urgence un petit peu artificiel. Ça précipite les choses et ça précipite d'une bonne manière, on va dire. Parce que s'il y a des barrières, elles vont être révélées tôt. Donc, c'est un peu comme le processus Lean Startup, c'est-à-dire que c'est fail fast. C'est s'il y a des choses qui sont à revoir et qui sont à mieux comprendre, on va le faire assez rapidement. Versus quand on n'a pas forcément des programmes d'accélération d'innovation verte, là, ça prend beaucoup plus de temps. Finalement, ça décourage aussi des entreprises, ça décourage des startups. On va se dire, ça fait 1 an que je n'ai pas eu de réponse, par exemple, du bureau de la recherche ou de l'entente légale, là, ça prend beaucoup de temps. Tandis qu'un processus comme Innovateur en résidence, ça permet tout de suite de, admettons, on est concerné par un délai, on va pouvoir, comme l'a dit Annie, le signifier avec une conseillère en innovation, intermédiaire en innovation, on va dire, il y a telle problématique là. Donc, vu que le projet est prioritaire, il va pouvoir être pris en compte beaucoup plus rapidement. Et donc, la barrière va être levée plus rapidement. Mais j'espère répondre à la question, mais je suis moins à l'aise avec ces questions sur la qualité, en fait. C'est moins ma littérature. Mais je veux bien écouter Annie là-dessus. En fait, je pense que c'est intéressant. Puis, moi aussi, la captation de la valeur, c'est pas nécessairement dans un esprit, notamment d'amélioration continue, mais je pense que ce qui est en lien avec ce que j'ai documenté, c'est davantage le transfert de connaissances. Donc, de supporter les processus d'amélioration continue à l'aide de moyens pour venir capter cette connaissance-là, puis aussi de transférer cette connaissance. Donc, par exemple, à travers l'expérience du Binôme 2, mon objectif, c'est de développer des produits de connaissances, puis de remettre ça dans les mains finalement du CHUM pour que d'autres chercheurs, d'autres équipes puissent justement avoir ces connaissances-là. Puis c'est notamment aussi l'objectif avec cette présentation-ci du pôle santé, où est-ce qu'on vous permet aussi d'obtenir cette rétrospective, puis que par la suite, dans les organisations qui se posent aussi la question sur OK, mais comment qu'on capte, nous, la valeur des activités qui se font? Est-ce que c'est uniquement le produit final et comment on peut intégrer l'amélioration continue dans le processus, effectivement. Peut-être que je peux rebondir sur ta réponse aussi, Annie, et dire, est-ce qu'on considère l'amélioration comme continue? On peut prendre l'exemple aussi des capacités d'innovation. Les capacités d'innovation, ça peut être des capacités d'innovation incrémentales comme des capacités d'innovation radicales, mais capacité d'innovation, c'est le fait d'être, par exemple, dans mon cas, d'être capable de standardiser un processus d'innovation ouverte. Ça, c'est aussi de l'amélioration continue, c'est-à-dire être capable de, comme tu l'as dit aussi, Annie, de voir qu'il y a eu des connaissances qui ont été générées, ensuite de les structurer, de les synthétiser, de les schématiser et d'en faire un processus. Et ce processus-là va par la suite être utilisé dans d'autres projets ou il va être aussi adapté pour d'autres projets avec d'autres acteurs, des cliniciens, etc. En fonction... Parce que ça aussi, c'est une question qu'on s'était posée avec Annie. C'est très difficile finalement d'essayer de standardiser un processus de soutien à un projet entrepreneurial avec une technologie spécifique. Il y a des besoins qui émergent qu'on n'aurait pas pu prévoir parce qu'ils sont spécifiques à la technologie qui est proposée par l'entrepreneur, ils sont spécifiques au projet d'innovation ouverte. Donc, c'est ça aussi, c'est la capacité d'amélioration continue, si on peut dire, ça va être de voir qu'est-ce qui est ponctuel, qu'est-ce qui est temporaire, qu'est-ce qui est spécifique, par exemple, à la technologie, versus qu'est-ce que l'on retrouve. Et c'est comme le dit Annie aussi, c'est avec ces deux innovateurs en résidence, ces deux expérimentations, on voit qu'il y a quand même déjà des patterns qui se retrouvent. Donc, on peut essayer de créer dessus en disant peut-être que le troisième innovateur en résidence aussi, il y aura des similitudes, il y a encore des éléments qui vont chambouler un peu, comme la spécificité de la technologie. Voilà, ce serait mon dernier mot pour cette réponse. Et aussi la dernière question, je ne pense pas que finalement vous l'avez répondu, mais les startups sont-elles ouvertes à améliorer leurs produits aux besoins? Margot, tu es sur mute encore. Annie, est-ce que tu veux commencer ou je commence?
Dans mon cas, je peux simplement répondre tout simplement rapidement oui. En fait, il y a une ouverture à améliorer le produit tout au long du processus parce que justement, dans mon cas, c'est aussi une entreprise qui a fait différentes études cliniques dans différents hôpitaux. Et donc, il y a une adaptation en fait qui se fait vraiment avec le milieu preneur, là. Donc, l'espace d'innovation, oui, est différent pour mener l'expérimentation, mais par la suite, le système en soi ou les gens qui doivent être contactés amène forcément l'entrepreneur et la start-up à s'adapter. Et donc, oui, à améliorer leurs produits, mais je dirais plus le mot adapter, en fait, de s'adapter à la réalité du milieu. Ouais, c'est un bon point parce que s'améliorer, une startup, elle n'a pas non plus énormément de ressources sous la main. C'est une petite équipe et en plus, les ressources financières, elles sont assez moindres. Donc, au cours des 18 mois, on ne peut pas engager de nouveaux membres, là. C'est compliqué. Donc, ça va être s'adapter plus qu'améliorer là grandement. Elles sont en ligne, en fait, elles sont là, en fait, elles font partie d'un programme comme innovateur en résidence pour en fait être challengées dans leurs hypothèses qu'elles ont sur la légitimité, ou en tout cas plutôt la pertinence de leur innovation. Donc elles sont là pour apprendre. Après, ce qui pose la question, c'est effectivement, est-ce qu'en fonction de l'expertise, en fonction de la faisabilité technologique, est-ce qu'elles peuvent s'améliorer? Ça pose une question, puis ça pose c'est comme ce qu'a dit Annie, on va regarder, on va jauger entre les efforts que ça va devoir prendre de vraiment changer la technologie là, ou de vraiment intégrer de nouvelles fonctionnalités, versus le principe même aussi de la technologie qu'on veut garder. C'est-à-dire qu'on veut quand même qu'il y ait une ligne directrice parce que ces startups-là, elles sont quand même assez matures. Là, elles sont en TRL, je ne sais pas comment traduire ça, entre 7 et 9, non Annie, corrige-moi si je me trompe. Elles ont quand même un TRL, Technology Readiness Level. Comment tu traduis ça en français? C'est en fait une matrice de maturité de l'innovation technologique, les TRL. Merci. Ils sont quand même avancés, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même déjà, il faut qu'elles soient capables aussi d'exploiter leur expertise, leur savoir-faire. Donc on ne peut pas changer du tout au tout. Mais par contre, c'est sûr qu'elles sont disposées à améliorer leur technologie. C'est une question d'alignement, c'est en fonction d'efforts et puis retour sur investissement justement de ces efforts-là. On a une question aussi de Jean-Claude Laurin qui nous demande quelles sont les compétences les plus utiles pour gérer efficacement ce genre de projet d'innovation ouverte. Ça, c'est intéressant. Depuis tantôt, j'ai réfléchi en voyant la question. Effectivement, c'est qu'il n'y a pas une seule compétence qui est réellement requise. C'est réellement du travail collaboratif. Et donc, il faut que les gens soient en mesure de travailler de façon conjointe sur les projets. Puis, j'ai vu aussi le clinicien chercheur, ce qui s'est énormément démarqué, c'est que la personne n'a pas peur d'aller contacter les gens et de dire « Hey, j'ai tel projet, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? » et de bouche à oreille, d'aller trouver. Donc, il y a vraiment un niveau de mobilisation qui est 100% requis. C'est plus en lien avec des traits de personnalité que nécessairement des compétences, mais bon, on peut jouer avec les mots. Mais l'idée, ce qui se démarque aussi, je crois, dans le projet, c'est aussi étant donné qu'il y a un chercheur qui vient documenter l'expérience, ça l'oblige une réflexivité sur ce qui se passe. Et le niveau de réflexivité, alors là, je dirais effectivement que c'est une capacité d'innovation essentielle parce que ça l'amène l'équipe à prendre un pas de recul, analyser ce qui s'est passé et ensuite poursuivre. Donc, et c'est pas forcément, tu sais, des fois, on est peut-être expert clinicien, mais pas forcément expert clinicien, gestionnaire de projet. Il y a des compétences qui sont aussi requises, qui sont généralement, tantôt je parlais de l'agent de recherche qui peut venir aussi aider, mais c'est d'avoir cette réalité-là aussi qu'il faut aller chercher les compétences qui nous manquent dans le projet. Donc, de s'asseoir puis d'avoir cette réalité-là ou cette conscience de quelles sont les compétences manquantes, puis allons trouver les personnes qui les ont pour agrémenter l'équipe puis s'assurer que les compétences soient couvertes. Donc, il n'y a pas vraiment une liste de compétences à remettre parce que ça varie selon le projet et selon les gens qui sont présents autour de la table. Mais majoritairement, je conclurai à dire réflexivité, puis le fait d'être en mesure de collaborer, d'avoir cette ouverture et cette mobilisation. Tout à fait. Super réponse, Annie. Au-delà de la notion de compétence, c'est vrai qu'on pourrait plus parler de capacité. En fait, la compétence, c'est
je pense qu'elle est pas mal prévisible et pas mal déterminée. La capacité, elle peut aussi émerger là, en cours de route. Il y en a qui vont se découvrir des capacités qu'ils ne pensaient pas avoir. Donc, je pense à dans l'équipe entrepreneuriale dont je faisais partie, en fait, temporairement. Dans l'équipe de Streamline Genomics, il y en a un qui passait CTO, c'est-à-dire qu'en fait, il était capable d'aller comprendre les besoins des utilisateurs, donc admettons des bioinformaticiens, et de vraiment traduire dans son langage, parce qu'il faisait du développement logiciel. Donc, il était capable de voir en fonction de ce qu'il demandait, des fonctionnalités éventuellement à intégrer, ce que ça allait prendre comme effort à l'équipe ensuite à implémenter là, les fonctionnalités. Donc, il y a des capacités qui sont émergentes. Là. Puis, ça revient aussi beaucoup, puis tu en as commencé à en parler, les capacités de traduction, mais on va parler de beaucoup de boundary spanning ou brokering. C'est des articles assez connus, normalement, Arena et collègues. Là, je sais que Cathy Malas aussi est férue de cet article-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont conseillères en innovation, mais qui sont capables de comprendre les deux langages de deux expertises différentes. Donc, ça peut être, admettons, en ingénierie, et puis de l'autre côté, le CMI, admettons. Puis de voir qu'il y a quand même des besoins qui pourraient être rattachés, qui pourraient être arrimés, et donc d'essayer de traduire certains termes en d'autres. En tout cas, c'est d'avoir vraiment ce rôle de traducteur et d'orchestrateur un peu des relations, là, comme tu disais, Annie, aussi d'orchestrateur de réseau. Puis dans ton cas, c'est vraiment le clinicien-chercheur là, qui a assumé ce rôle-là. Dans mon cas, ce qui est assez intéressant, c'est que mon entrepreneur était aussi chercheur. Donc, elle a revêtu, elle a eu deux casquettes. Elle a eu la casquette de je suis entrepreneur externe et je suis aussi chercheur un petit peu à l'interne. Là, je connais déjà mon équipe de recherche. Donc, je connais déjà certains passages, je connais un peu la culture de la recherche. Puis, d'autre part aussi, on pourrait dire qu'en capacité, en compétence, capacité d'innovation, il y a aussi, je l'ai mentionné, une forme de leadership entrepreneurial. C'est-à-dire que quand même vouloir expérimenter. Il ne faut pas mettre ça dans la gorge des gens. Donc, il faut être disposé à vouloir essayer des choses et éventuellement aussi à prendre du temps sur des choses qui ne vont pas forcément marcher à la fin. Donc, c'est ça, c'est le côté un peu entrepreneurial hein, qu'on trouve non seulement auprès des partenaires de recherche là, pour les projets innovateurs en résidence, mais aussi au niveau du comité de suivi ou au niveau de la direction générale. Ce sont des personnes qui ont envie de tester des choses. Donc, ça ferait partie des compétences selon moi. On a un commentaire de Mathieu Dupuis qui nous dit « En écoutant la conversation, j'ai l'impression que le leadership est une condition nécessaire en dehors de l'appui des hauts dirigeants et que cette capacité devrait se retrouver chez la personne pivot qui a une fonction facilitatrice. » Je ne sais pas si vous avez un commentaire à ajouter à ce niveau-là. Moi, je dirais simplement qu'en effet, d'avoir une personne pivot, puis même dans mon cas, c'est plusieurs personnes pivots qui ont été présentes. Puis c'est nécessaire d'avoir effectivement que le poids du projet ne soit pas uniquement sur une personne. Puis, il ne faut pas oublier que le clinicien en fait beaucoup, en fait, dans le cadre du projet. Et donc, comment qu'on peut faciliter? Parce qu'on s'entend que ce n'est pas nécessairement tout clinicien qui peut aussi libérer de son temps de travail pour faire des projets d'expérimentation. Donc, il faut être en mesure de pouvoir l'accompagner avec différentes ressources, que ce soit en temps, que ce soit en ressources humaines. Mais le programme Innovateur en résidence facilite ça, facilite justement l'accompagnement, puis de pouvoir aider davantage. Donc, j'apprécie grandement l'apport de la personne pivot avec une fonction facilitante. C'est vraiment une belle réalité, effectivement, Mathieu. J'ai rien à construire dessus, là, tu as tout dit. Puis, la question est super pertinente, elle permet de reboucler sur ce qu'on avait dit précédemment, donc super. Exact. Je n'ai pas encore d'autres questions dans le clavardage. N'hésitez pas encore aux participants si vous voulez poser vos questions. Sinon, on va pouvoir aussi conclure le séminaire. En tout cas, je souhaitais vous remercier, Margot et Annie, pour votre belle présentation. Elle a été très enrichissante, je pense. Simplement, pour vous avertir, les présentations PowerPoint et l'enregistrement du séminaire va être présent sur le site internet du Pôle Santé sous quelques jours. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez revoir ce séminaire-là. On va avoir d'autres séminaires qui vont se dérouler dans les prochains mois jusqu'au mois de juin. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire à ces séminaires. Nous serons ravis de vous accueillir. Mais merci encore tout le monde et bonne journée. Merci grandement. Merci et bonne journée à tous. Merci à tous.